Bonsoir très chers amis, ou bonjour, ça dépend de l'endroit que vous vous retrouviez. Si vous êtes du côté du Congo-Brazzaville, vous êtes déjà dans une nouvelle journée. Donc vous êtes au 10 mai 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. On va faire ce direct, c'est une conversation que nous allons essayer de faire. On va essayer de regarder 3 points. Premièrement, on va essayer de regarder les essais cliniques au Congo-Brazzaville. On peut dire les assassinats au Congo calculés dans les hôpitaux. Voilà pourquoi vous vous retrouvez avec des taux de mortalité très élevés au Congo. Nous allons donc écouter le témoignage vivant des gens qui ont vécu ces phénomènes-là au Congo-Brazzaville. Et puis nous allons essayer de regarder les nominations de Sassou, selon notre point de vue. Éventuellement, le fameux décret qu'il venait de signer hier, on peut dire le 8 mai 2020, à Brazzaville. Bon, les essais cliniques au Congo-Brazzaville. Bon, il s'agit ici d'expliquer au peuple congolais et à l'ensemble de tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre la problématique que nous venons tous d'écouter par la chaîne I24 sur des essais cliniques au Congo-Brazzaville. Bon, nous savons que toutes les fois qu'on parle d'une manière générale, toutefois qu'on parle d'une manière générale de l'Israël ou des Juifs, ça devient parfois, on essaie de polémiquer dans ce sens-là. On essaie de classifier comme des critiques antisémitiques, donc de vous donner la réputation d'un homme qui est contre les Juifs. Non, chers amis. Nous savons que en touchant à ce sujet ce soir, ça peut nous entraîner à beaucoup de, comme on dit, beaucoup des attaques. Ça peut nous entraîner à des grands problèmes dans le monde entier. Parce que toutefois que vous vous attaquez aux intérêts juifs, ou vous parlez de tout ce qui est lié aux intérêts juifs ou aux intérêts d'Israël, vous devenez un homme à battre. Ce n'est pas le cas ici. Nous voulons ici vouloir expliquer au monde entier. Il ne s'agit pas ici de s'attaquer aux intérêts juifs ou de nous classifier comme des individus antisémitiques. Les juifs ont su protéger leur peuple. Toutefois qu'on parle sur un intérêt juif, on vous prend comme étant un homme à abattre ou une femme à abattre. Oui, chers amis. Mais ce n'est pas dans ce contexte-là ici. Et cela ne signifie pas que nous sommes contre des intérêts juifs. D'ailleurs, dans notre démarche de la recherche de la libération du Congo, nous avons contacté les Israéliens, donc par le biais de tout leur réseau diplomatique. Donc ceux qui suivent nos informations, ils savent que nous avons eu à faire une demande claire et nette au peuple juif de nous assister à se libérer de cette dictature dont nous sommes victimes au Congo-Brazzaville. Donc que notre discours de ce soir ne soit pas déformé par les ambitions politiques du tyran Sassou qui a déjà une avance, une longueur d'avance par rapport à nous dans le contact qu'il a avec le peuple juif ou le gouvernement d'Israël. Donc le discours que nous allons tenir ce soir, ça n'a rien à voir avec les intérêts juifs, donc il ne faut pas qu'on nous traite d'antisémitiques, parce que c'est ce que nous avons constaté, tous ceux qui se sont simplement relever l'équivoque en ce qui concerne les intérêts juifs, on essaie de leur taper le marteau sur le dos pour dire qu'ils sont contre les intérêts juifs. Non, ça n'a rien à voir avec ça, mais nous voulons simplement apporter un... Bon, voilà, on s'excuse pour cette petite coupure que nous venons d'avoir là. Voilà, donc nous en sommes très clairs. Il va falloir que l'humanité nous écoute, le monde entier nous écoute. Il va falloir que la communauté internationale essaie de regarder notre discours. Nous sommes des jeunes Africains et éventuellement
moi je suis d'origine du Congo-Brazzaville. Avant que ce pays, ce grand pays qui est le Canada, ne puisse m'accepter, puisse me donner toutes ces opportunités, je suis né quelque part. Et là-bas au Congo, j'ai la famille. J'ai des frères, des sœurs, des cousins, ainsi de suite. Toute ma famille est là-bas. Mes parents ont été enterrés là-bas. Mes frères et ma sœur ont été enterrés là-bas. Donc j'ai encore une famille élargie. Et donc je me bats pour ces frères-là et pour tous les autres citoyens de ce pays qui vivent une dictature avérée, un pays qui est embastillé par un clan, par un système, et c'est cela que nous sommes en train de combattre. Nous sommes aussi en train de combattre contre tous ces grands États, ces grandes entreprises qui tendent leurs mains à ce régime dictatorial du Congo-Brazzaville. Notre souhait, c'est de voir que ces entreprises ou ces groupes d'intérêt puissent regarder avec le peuple congolais qui est le détenteur du pays, le détenteur du pouvoir. Parce que tous les accords conclus avec le régime de Brazzaville n'ont aucun avantage auprès du peuple, n'ont aucun avantage auprès des Congolais d'une manière générale. Voilà pourquoi nous voulons, notre souhait c'est de voir que ces entreprises-là, ou ces groupes d'intérêt-là, puissent regarder avec le peuple, parce que les gouvernants qui sont là sont rejetés à 100% par le peuple congolais, vu la mauvaise gestion, vu le traitement qu'ils infligent aux populations et au peuple de ce pays. Et notre intérêt, c'est de vouloir regarder nos jeunes éventuellement s'épanouir dans leur pays, retrouver l'emploi, constituer leur famille, éventuellement avoir les mêmes opportunités que tout jeune qui est en train de chercher l'opportunité. Qu'il s'agit des jeunes occidentaux, des jeunes asiatiques, les jeunes africains veulent aussi avoir les mêmes opportunités. Parce que le sang qui coule dans nos veines sont de même couleur. Nous avons quasiment les mêmes groupes sanguins. Vous avez aussi besoin des mêmes organes que nous avons besoin. Donc, en matière d'humanité, nous sommes égales devant celui qui nous a créés tous, parce que nous venons retrouver toute cette richesse sur cette terre, nous naissons tous nus. Quelle que soit votre provenance raciale, vous n'allez pas nous dire que vous êtes nés avec des bijoux, de l'or, du pétrole, ainsi de suite. C'est ça la revendication. Donc, n'essayez pas, nous vous avertissons, de ne pas transformer notre discours de ce soir en voulant le caricaturer d'antisémitique. C'est-à-dire que nous sommes contre le peuple juif ou nous sommes contre l'Israël. Au contraire, nous avons eu à faire des démarches pour essayer de voir un peu comment le peuple israélien peut nous aider, vu les relations de proximité que le gouvernement d'Israël a avec le régime dictatorial du Congo-Brazzaville, comment ce peuple-là, comment l'Israël peut faire pour travailler ensemble avec la jeunesse africaine qui a une nouvelle vision de la vieille classe politique que nous appelons les crocodiles, qui se sont amassés de toutes les richesses, qui ne visent que leurs intérêts, mais qui ne regardent pas l'intérêt général du peuple congolais. Donc, tous nous avons suivi l'intervention auprès de cette chaîne qu'on appelle I24, I24, qui a parlé des essais cliniques au Congo-Brazzaville. Ce médicament, c'est le Gamora. Il s'agit d'une enzyme chargée d'insérer le matériel générique du virus dans l'ADN de la cellule infectée. Alors, il a été développé par le centre médical Bnei Tzion, basé à Haïfa, ainsi que l'université hébraïque de Jérusalem. Et récemment, eh bien, il a été approuvé pour une utilisation en République du Congo, vous le disiez. Alors, tout a commencé le 8 avril dernier. Un essai clinique a débuté à Brazzaville, dans la capitale. Les médecins de l'hôpital clinique La Source se sont aperçus que l'état des patients atteints du VIH également et infectés par le Covid-19 s'était nettement amélioré après avoir reçu ce Gamora. Alors cette étude, elle réunissait 30 patients gravement malades, vous l'avez dit, du Covid-19, qui étaient en soins intensifs. Certains souffraient du VIH, d'autres non. Ils ont été divisés en deux groupes et les résultats, vous nous dites, ils sont très encourageants. Oui, tout à fait. Alors le groupe A, le premier
premier groupe de 15 patients a reçu un traitement standard contre le VIH ainsi que contre le coronavirus, des antibiotiques et le médicament anti-VIH ATRIPLA. Et puis le deuxième groupe, le groupe B, a reçu lui les antibiotiques ATRIPLA et le fameux Gamora. Et bien après 9 jours de traitement, le groupe B a montré une nette amélioration en termes de symptômes du Covid-19. 4 d'entre eux ont été testés négatifs, 11 ont été libérés des soins intensifs. En revanche, de leur côté, dans le groupe A, 14 personnes sont décédées au cours de cette même période. La 15e personne, elle, est dans un état critique. Alors après ces résultats, eh bien, le directeur scientifique du centre médical Bnei Zion, Einat Finkelstein, a réagi. Nous avons été surpris parce que nous voulions voir si le Gamora fonctionnerait, mais nous ne savions pas que cela se produirait ainsi et nous avons constaté une amélioration en termes de symptômes de Covid-19 dans les 48 heures. Nous voulons mener des essais plus importants dans les pays occidentaux. De son côté, eh bien, le docteur Walter Kazadi, le représentant de l'OMS, qui a supervisé cet essai au Congo, en a informé évidemment l'organisme mondial. Il s'est exprimé aussi. Le succès que nous avons vu en expérimentant et en sauvant des vies nous renforce, nous donne de l'espoir. Nous remercions Sion Médical d'avoir rapidement exploité cela et nous sommes ravis de partager cette bonne nouvelle avec le monde. Alors, éventuellement, ici on parle d'un traitement juif, donc d'Israël, qu'on appelle ici le Gamora. Et ce traitement a fait allusion ici un médicament qui apparemment devait traiter le VIH et coronavirus, donc Covid-19. Et ces essais cliniques se sont déroulés au Congo-Brazzaville. Quand vous suivez ce média, on vous parle de 30 cobayes congolais, hein, les cobayes congolais, donc de mon pays à moi, là où je suis né. Donc ce sont mes compatriotes. Hein. On parle d'une clinique à Brazzaville qu'on appelle La Source. Et donc cette clinique travaille en connivence avec un certain nombre des universités et des compagnies pharmaceutiques d'Israël pour mener des essais cliniques au Congo-Brazzaville. Et on nous a parlé de 30 patients qui ont reçu des échantillons totalement différents. Dans un échantillon, on a parlé selon les chiffres qui ont été présentés ici, des patients congolais, certains souffraient du VIH, certains n'en souffraient pas. Bon, certains ont reçu le traitement des essais cliniques sur le VIH et coronavirus. On nous parle ici, selon le reportage, il y a eu apparemment 4 qui ont subi le traitement et leur santé, ils se retrouvent dans un très bel état de santé. Hein, voilà. Un très bel état de santé, on peut dire comme ça. On parle d'un état, voilà. Voilà, donc 4 ont pu recevoir le traitement et ils se portent bien. On parle de 11 ont été libérés, ceux-là qui étaient dans les soins intensifs, ils se portent bien aussi. Et on parle de 14 Congolais ont décédé lors de ces essais. Hein, ça c'est la chaîne I24, donc I24 qui a parlé de ça. 14 Congolais sont décédés. Et on parle d'un 15e, donc un 15e qui se retrouve dans un état très critique. Très critique. Très critique. Bon, moi notre problème ici, ce n'est pas avec l'Israël, parce que l'Israël ou ces groupes d'intérêt ont sollicité, entre guillemets, les gouvernants de ce pays qui n'ont pas été votés par le peuple congolais. La vérité, c'est qu'il s'agit au sein de cette grande communauté internationale, les Nations Unies, qu'il s'agit de tous les amis du Congo. Ils savent la vérité de ce que nous sommes en train de dire. Ils savent la véracité de nos informations. Que nous ne venons pas ici pour simplement amuser la galerie. Nous venons ici pour parler des faits réels, de la problématique réelle pour les peuples du Congo-Brazzaville d'une manière particulière et d'Afrique centrale d'une manière générale. Ils savent que ce monsieur-là n'a jamais, Sassou Nguesso, que nous appelons le dictateur, le tyran, n'a jamais reçu
le mandat du peuple congolais. On sait qu'il y a eu 2 candidats qui avaient donc la potentialité de se retrouver à la tête de ce pays. Il s'agit du général Jean-Marie Michel Mokoko et de Guy Parfait Kolela, qui malheureusement a accepté la victoire de Sassou en monnayant, bien sûr avec de l'argent, lui qui avait battu la poitrine qui nous avait montré les fiches jaunes, disait qu'il était parmi les leaders de cette élection de 2016 et donc il ne pouvait pas accepter qu'on lui ravisse sa victoire. Mais il a accepté la victoire en faisant des échanges d'argent. Nous connaissons ce qui s'est passé derrière les murs. Les vérités sont là. Il y a un qu'on appelle le général Jean-Marie Michel Mokoko qui aujourd'hui est toujours en prison parce qu'il a simplement été condamné à l'élection présidentielle et après Sassou par la rancune parce que le général Mokoko est de la partie nord parce qu'apparemment dans la tête de Sassou et dans tout ce système, tout fils du Nord ne peut pas être un challenger pour Sassou Denis. Donc, quand vous devenez un challenger pour Sassou Denis, vous êtes soit assassiné, soit empoisonné, soit mis en prison. Donc, le général Mokoko est aujourd'hui en prison, donc victime, simplement parce qu'il a été un challenger au régime Sassou, donc à Sassou Denis, aux élections de 2016. Nous savons tout ça. Donc, on sait que Sassou Nguesso a eu 8%. Et ça, c'est dit partout, c'est reconnu. Les élections présidentielles ont été proclamées nuitamment, où on a embastillé quasiment les leaders de l'opposition à cette époque, où on nous a créé un conflit dans le département du Poul. Au départ, Sassou a nié qu'il n'y avait pas de conflit, mais on a vu des accords militaires qui se sont signés, des accords de paix avec, entre guillemets, les soi-disant rebelles de Ntoumi. Nous avons vu des cercueils des miliciens de Sassou Nguesso qui ont été étalés au boulevard Alfred Raoul. Donc tout ça, ça démontrait qu'il y avait bien eu crise dans le département du Poul, mais la crise a été créée par Sassou simplement pour bien enrouler sa machine de se positionner au pouvoir parce que le peuple congolais se préparait à une contestation générale. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup de Congolais qui ont perdu la vie. Donc on n'a jamais donné le mandat à Sassou. Et donc l'opacité dans le traitement des informations. Vous voyez que nul n'était le reportage réalisé par la chaîne I24, dont nous nous appelons I24. Les Congolais ne veulent pas savoir ce qui se cachait à l'intérieur, ce qu'ils ont construit dans les cliniques au Congo. Voilà pourquoi dans la plupart des Congolais, les gens suspectent qu'il y a un grand trafic énorme des organes humains qui se passe au Congo-Brazzaville, avec Sassou et un certain nombre de cliniques privées qui sont installées au Congo. Donc le Congolais aujourd'hui est devenu du bétail où on prend, on trempe, on tue, on récupère les organes et on met ces organes-là dans les réseaux internationaux. Dans le réseau international. Et c'est ce que nous dénonçons, l'opacité. Donc notre problème ici n'est pas avec les demandeurs, donc ces groupes d'intérêt qui ont voulu venir faire des Congolais de cobayes, mais notre intérêt, c'est avec le régime kleptomane de Brazzaville de Sassou Denis, qui a toujours fonctionné dans l'opacité. Vous voyez qu'ils ont accepté de signer des traités avec des groupes d'intérêt pour utiliser le corps des Congolais comme le cobaye. Mais cette affaire n'est jamais passée devant l'Assemblée, donc devant le Parlement du Congo. Donc ce sont des signatures qui se sont faites derrière la maison, où le peuple congolais n'est pas informé qu'il y avait des essais cliniques qui se réalisaient de cette affaire-là. Et ça, c'est pas sérieux, c'est pas normal. Alors vous voyez que l'opacité de ce régime-là a toujours fonctionné. Mais nous comprenons pourquoi Sassou a accepté. Parce que Sassou a besoin d'argent. Il a volé l'argent du Congo. 14 000 milliards des fonds du contribuable congolais ont disparu. L'argent a été volé. Donc, Sassou a volé cet argent. Il a caché une partie dans ses bunkers personnels. Une partie, il se paye des rebelles pour continuer à faire fonctionner son pouvoir, pour continuer à faire souffrir le peuple congolais. Et donc, il continue à brader les ressources naturelles de ce pays. Nous avons vu des Chinois qui sont en train de dévaliser les forêts. On coupe le bois à la vitesse grand V, même le bois à sous-diamètre. Selon les normes, on ne coupe plus selon les normes. On coupe tout bois qu'on coupe. L'objectif de ces forestiers, de ces compagnies
fictive dont Sassou a mené, c'est simplement de raser les forêts du Congo, voire même les forêts de l'Afrique centrale. Nous avons vu des compagnies chinoises à Pointe-Noire, des compagnies qui exploitent même les lianes. Les lianes, nous savons l'utilité du liane. Le liane est, on peut dire, c'est une denrée rare, où nos pygmées vivent que de ça. Nos paysans ne vivent que du commerce du liane, c'est-à-dire qu'on récupère quelques lianes dans les forêts pour essayer de fabriquer on peut dire, quelques fauteuils, quelques meubles avec, ils survivent de ça. Mais là, vous avez une industrie chinoise qui est basée à Pointe-Noire, qui a mis sa machine pour couper quasiment toutes les lianes, toutes les lianes du Congo. Donc on coupe les lianes à la vitesse grand V. Et ça va asphyxier le paysan congolais. Ça va asphyxier les villages. Une fois que les lianes seront terminées dans les forêts du Congo, nos paysans qui dépendaient à 100% de cette activité par le petit commerce vont être mis dans une situation de difficulté énorme. Nous allons nous retrouver avec la disparition des populations dans des villages parce que l'outil qui leur donnait de l'argent, le produit qui leur donnait de l'argent a été simplement séché par l'entreprise chinoise. Et nous connaissons ces méthodes de Sassou. Donc on le répète, hein, non pas seulement le forêt, le pétrole est bradé, tout est bradé, Sassou récupère le cash et le peuple ne voit rien. Le peuple congolais ne voit rien. Il a promis la construction des hôpitaux. Des fonds ont été budgétés. Hein. L'argent est sorti, mais les hôpitaux n'ont jamais vu le jour. Les hôpitaux sont restés dans la tête de Sassou. Et il passe quasiment dans toutes les chaînes de télévision du monde entier en train de faire la publicité qu'il a construit des hôpitaux. Les hôpitaux n'ont jamais existé. Donc vous voyez que nous faisons face à un groupe qui s'est amassé de toutes les richesses de ce pays, qui ont bradé les ressources naturelles du pays. Le sous-sol du Congo est dévalisé, les eaux sont empoisonnées. Hein. Qu'il s'agit de la partie nord, de la partie sud, les populations sont aujourd'hui mises au chaos total. Mais eux, ils détiennent l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils font pour survivre? Ils vont donc arriver à signer des contrats avec des grands pays. Les grands contrats qu'ils ont, par exemple, avec l'Israël, c'est éventuellement le contrat militaire, la formation des groupes de rebelles de Sassou. Hein, mais ils les financent avec les fonds de l'État. Voilà pourquoi nous demandons l'État d'Israël de vraiment d'écouter le peuple congolais. Hein, il y a une possibilité de faire des affaires avec le Congo, mais le régime de Brazzaville est un régime dictatorial, kleptomane. Vous ne pouvez pas travailler avec ce régime. Nous demandons à toutes les nations. Aujourd'hui, nous le disons de manière claire, nous voulons que l'État d'Israël, avec le Premier ministre Netanyahou, puisse aujourd'hui nous écouter, nous la jeunesse africaine, nous la jeunesse du Congo-Brazzaville. Hein? Sassou récupère de l'argent, signe des contrats, fait tout ce qu'il veut. Le peuple ne voit rien. Hein? Le peuple est sous fond à 100%. Donc nous sommes en train de demander au peuple du monde entier d'assister. Donc vous voyez que là, il vient de signer un contrat médicalisé, d'utiliser les Congolais comme le cobaye pour des essais cliniques. Mais le peuple n'est même pas informé. Les représentants du peuple ne sont pas informés. Au Parlement du Congo, rien ne passe. Peut-être que l'information se passe entre les membres du clan, mais d'une manière générale, le peuple n'est pas informé. Parce que si ces gens-là étaient des véritables représentants du peuple, tout le monde était informé. Il y a eu 14 décès lors des essais cliniques. Aucun média de la place au Congo n'en parle. Lydia Jacqueline, qui est la ministronne de la santé et de la population, n'a jamais publié cette affaire. Pourquoi l'opacité? Pourquoi il n'y a pas la communication entre ceux qui sont censés être des gouvernants avec le peuple? Pourquoi on bloque ces informations? Ça veut sûrement dire que il y a eu des accords d'argent. Sassou a récupéré l'argent pour accepter tout ceci. Mais l'argent là a servi à quoi? En compensation, en contrepartie, l'argent là a servi à quoi? L'argent là a servi à construire des hôpitaux au Congo, mais nous ne voyons pas ces hôpitaux-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dénoncer. Quand on signe ce genre de contrat, il faut que ces contrats marchent en diapason avec le peuple, l'avantage du peuple, l'intérêt au peuple.
C'est du donnat-donnat. Vous voulez faire des essais cliniques en compensation, qu'est-ce que vous donnez aux Congolais? Est-ce que les fonds ont été décaissés? C'est pourquoi faire? Parce que si Sassou accepte, ça veut sûrement dire qu'il y a l'argent derrière. Sassou aujourd'hui est prêt à massacrer tout le peuple du Congo. Il est prêt aujourd'hui à, s'il y a un médicament, à empoisonner tout le peuple congolais pour simplement récupérer de l'argent. Pourquoi Sassou cherche de l'argent? Parce qu'il va continuer à acheter les armes, il va continuer à entraîner ses miliciens pour se contenir au pouvoir. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, chers amis. Voilà pourquoi nous interpellons ici les grandes nations, les frères d'Israël, la nation d'Israël. Comprenez que le régime de Sassou est un régime criminel, dictatorial. Faisons les affaires avec le peuple congolais. Nous représentons 92%, notre peuple est souffrant. Il est question ici de mettre hors d'état de nuire le régime de Sassou. 14 Congolais sont morts. Personne n'en parle. Il n'y a aucune transparence. Nicolo, Lydia Jacqueline, ministre de la Santé, n'en parlent pas. Combien de Congolais sont encore infectés? Combien sont encore en cours de subir ce traitement? Nous ne le savons pas. C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que le Congo bénéficiera de ces essais cliniques? Nous ne comprenons pas. Est-ce que ces gens-là ont été forcés, ils ont signé de leur gré pour pouvoir faire ces tests-là? Ou c'est simplement des gens qu'on a sélectionnés, qu'on a basculés dans une clinique, et ne savant pas, étant ignorants de ce qui se passait? Tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais nous savons que la vidéo de ce soir sera peut-être la vidéo qui va signer notre mort, parce que quand on parle des problèmes d'Israël, on essaie de vous donner tout le fardeau. Hein? On essaie de dire que vous êtes anti-israélien. Non, c'est pas ça, chers amis. C'est pas ça, chers Israéliens. C'est pas ça, chers leaders du monde. Nous sommes clairs dans nos propos. Il ne s'agit pas ici d'être antisémitique comme on a l'habitude de dire, mais il s'agit ici de s'attaquer à Sassou Nguesso qui n'apporte pas la transparence au peuple congolais. Et donc nous souhaiterons qu'aujourd'hui que l'État d'Israël puisse tourner le dos à Sassou, parce que Sassou, oui, vous pensez que peut-être qu'il va représenter votre intérêt parce qu'il a accepté de faire ses essais au Congo et qu'il y a 14 Congolais qui sont morts, il y a un qui est dans un état critique. Mais Sassou demeure un danger le plus permanent pour tout un chacun de nous, même pour vos intérêts. Donc il va falloir que nous tournions la page à ce monsieur. Pour les parlementaires congolais, vous voyez que nous faisons affaire à des moutons. Personne n'ose même parler de cette affaire pour demander une enquête approfondie, mener des investigations, savoir qu'il y a encore combien de Congolais qui sont dans la difficulté. Qu'est-ce qui sortirait de ces essais cliniques après? Combien de Congolais sont déjà morts? Combien de Congolais sont déjà là? Est-ce qu'ils ont signé de leur gré? Personne ne sait tout ça. Aucun parlementaire n'ose ouvrir une enquête. Voilà pourquoi nous demandons simplement l'enquête internationale pour suivre cette affaire. Pourquoi nous demandons l'enquête internationale? Parce que quand vous suivez la chaîne I24, donc I24, cette chaîne a cité le nom d'un représentant de l'OMS qui a suivi cette affaire. Et le nom qu'on a donné ici, c'est Walter Kazadi, qui est l'agent de l'OMS qui a suivi ces essais cliniques. Mais l'OMS a boudé. L'OMS de Brazzaville a contesté. L'OMS de Brazzaville a dit qu'ils n'étaient pas impliqués. L'OMS Brazzaville n'était pas impliqué. Vous savez que, chers amis démocrates africains du monde entier, au Congo-Brazzaville, il y a un siège de l'OMS qui est là-bas. Si l'OMS Congo boude, dit qu'ils n'ont pas participé à ces tests cliniques, donc ça veut sûrement dire que même l'OMS a été trompé, a été embarqué là dans le mensonge. Ça veut sûrement dire que le régime de Brazzaville a garanti ces groupes d'intérêts israéliens que l'information a été donnée au niveau de l'OMS et que l'OMS travaille en connivence avec eux. Ça veut sûrement dire que Sassou Nguesso est en train de mentir. Le groupe d'intérêt israélien qui fait ces tests cliniques, Sassou Nguesso est en train de mentir. Simplement, l'ensemble de la communauté internationale est en train de mentir le peuple congolais parce qu'il veut simplement garantir les fonds qui sortira de cette recherche-là. Oui, qu'est-ce que nous le dit? On va aller simplement, je vais simplement aller
Je vais simplement aller au site Twitter. Nous allons aller lire ce que le représentant de l'OMS Congo a écrit sur cette affaire. Et nous allons revenir sur ça. Donc, permettez simplement de tourner la caméra, de bien voir ça. Vous voyez, chers amis, nous sommes là sur le site de l'OMS Congo. Je ne sais pas si on va zoomer là, si ça. Voilà, on est capable de zoomer. Voilà. Vous voyez ici, chers amis, vous voyez ici, ça c'est l'OMS Congo. L'OMS Congo dit, je vais simplement le lire rapidement. L'OMS Congo, là nous sommes dans le site Twitter. Donc, vous pouvez vous connecter à Twitter. Vous tapez simplement OMS Congo. Donc, ça va vous sortir l'OMS Congo. Donc, vous allez simplement voir. Et là, nous étions hier même. Hein? Il dit, je dément formellement l'implication de l'OMS dans une éventuelle étude rapportée par des médias étrangers sur l'efficacité d'un traitement dédié au traitement de VIH, SIDA, dans le traitement Covid-19 au Congo-Brazzaville. Et le message vient du docteur Lucien Manga. Hein? Et puis vous voyez qu'il a envoyé aussi le Twitter, il a tag Farah Manga, représentant OMS Congo. Donc ça c'est le représentant de l'OMS Congo qui a fait un tweet hier le 8 mai et il a démenti l'information que la chaîne I24, donc I24, I24 a parlé sur le traitement de Covid-19. Donc en réalité ici, l'OMS Congo n'était pas informé de ces essais cliniques. Oui, chers amis. Et là, nous sommes dans le système dévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle tout le monde. Je reprends encore, je dément formellement l'implication de l'OMS dans une éventuelle étude rapportée par des médias étrangers sur l'efficacité d'un médicament dédié au traitement du VIH/SIDA dans le traitement de Covid-19 au Congo-Brazzaville, Dr Lucien Manga. Donc, son Twitter, vous allez à @Farah Manga, représentant OMS Congo. Donc, vous voyez, chers amis, donc, mais la chaîne, je vais simplement essayer de tourner, voilà. Voilà, donc je vais simplement essayer d'ajuster. Donc, vous voyez que ça, c'est l'information démentie par l'OMS Congo. Cela signifie quoi? Cela signifie que Sassou a menti les intérêts juifs, les intérêts israéliens au Congo. Il leur a menti, il leur a fait savoir qu'il travaille en connivence avec l'OMS, mais en réalité ce n'est pas le cas, l'OMS n'était pas informé. Donc nous voulons savoir si le nom de ce monsieur de l'OMS qu'on a cité ici, ou Walter Kazadi, si ce monsieur peut nous apporter beaucoup plus de confirmations, parce que l'OMS Congo, le représentant de l'OMS Congo, a démenti avoir travaillé dans ce projet. Donc, cela veut simplement dire que Sassou nous a menti tous. Sassou a menti les Israéliens qui sont en train de faire ces travaux, qu'ils vont faire rentrer le dossier à l'OMS pour avoir l'approbation de l'OMS. Hein? Parce que si le patron de l'OMS Congo dément cette information, ça signifie simplement que Sassou a menti les intérêts israéliens qui est en train de faire ces tests-là au Congo-Brazzaville, au niveau de la clinique La Source à Brazzaville. Donc, si vous avez donné votre argent à Sassou, Sassou a eu cet argent. Parce que Sassou cherche l'argent partout. Il cherche l'argent partout. Nous avons suivi ce même Sassou sur France 24 avant-hier et sur RFI. Hein. Vous avez qu'il a encore fait une demande de fonds d'urgence sur Covid-19 au Fonds monétaire international. Et le Fonds monétaire international tient compte de tous ces éléments-là et approuvera la demande d'aide d'urgence que nous avons formulée. Alors, Monsieur le Président, vous demandez combien au Fonds monétaire international? Et au Fonds monétaire, nous demandons une aide qui peut aller vers 300, 400, 500 millions de dollars, pourquoi pas. Il n'est même pas tout sûr. 300, 400, 500 millions de dollars. Pourquoi Sassou cherche cet argent? Parce qu'il a envie de s'acheter des armes encore. C'est ça l'objectif de Sassou. Il cherche le cash pour s'acheter des armes et des munitions pour continuer à maintenir le Congo en état d'esclavagisme, pour continuer à maintenir
le peuple dans la misère, il va continuer à faire du Congo une prison à ciel ouvert. C'est ça, il va continuer à payer les services des mercenaires qu'il invite pour protéger son pouvoir. C'est ça, il a besoin du cash. Parce que la plus grande partie de l'argent du Congo, les 14 000 milliards des fonds du Congo, des générations futures qu'il a volés, une grande partie se retrouve dans des paradis fiscaux. Mais nous savons qu'il n'a plus la possibilité de récupérer cet argent. Le cash qui lui restait, c'est ce qu'il a planqué dans ses bunkers. Mais tous les jours, quand il sort l'argent pour payer les mercenaires, ça diminue. Les quantités diminuent. Et donc ça diminue, ça diminue. Il a besoin du cash. Il va essayer de manipuler le système de la France-Afrique. Il va falloir que le système de la France-Afrique puisse comprendre que travaillons ensemble, la main dans la main, pour essayer de protéger nos intérêts communs dans ce pays-là et dans la sous-région. L'heure des muscles est terminée. Nous avons une jeunesse africaine qui est en train de flamber, qui est en train de monter, qui aujourd'hui est consciente de la situation dans laquelle on nous a mis. Ça serait l'explosion. Ça serait... Pourquoi nous le disons? Parce que nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes comme le thermomètre. Nous jaugeons ce que nous venons faire là, de l'activisme politique, l'information, le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Parce que nous sommes en contact direct avec les populations sur le terrain. Au Congo-Brazzaville, 99% des jeunes sont au chômage. Au Congo-Brazzaville, 99% de nos parents sont au chômage. Parce qu'il y a un homme qui a pillé les fonds de l'économie, qui a mis les entreprises dans une situation de compliquée, qui a fermé les entreprises qui existaient. Mais il y a un homme qui est en train de voler tous les fonds du pays. Mais vous allez vous attendre à quoi à cette jeunesse? Il y a un homme qui a brisé l'école, le système éducatif 100% fracassé au Congo. De collège à l'école primaire, à l'université, 100% fracassé. Vous allez vous attendre à quoi? Même si vous êtes les plus puissants, les plus forts, vous allez vous rencontrer à des grands problèmes dans le futur avec vos entreprises. Qu'il s'agit des entreprises qui prennent le pétrole, le gaz, je ne vais pas citer les noms ici. À un certain moment, même vos employés seront en difficulté. Il faut éviter l'explosion. C'est maintenant. Notre génération, nous sommes encore cette génération qui a étudié un peu, qui raisonne, qui a le raisonnement, parce que nous pouvons distinguer le bien et le mal. Nous pouvons distinguer le bon chemin et le mauvais chemin. Les jeunes qui sont au Congo, là, ou en Afrique d'une manière générale, là, survivent. Ils ne réfléchissent pas comme nous. Le raisonnement ne fera plus partie de leur équation comme nous sommes en train de le faire. Ils seront plus mécaniques. C'est-à-dire que seule la violence qui va régler leur affaire. Ils vont utiliser la violence pour ravir tout ce que vous avez. Ils vont aller dans vos entreprises. Ils vont brûler les entreprises. Parce qu'ils n'auront rien à cirer. C'est ça la vérité. Oui, aujourd'hui peut-être que c'est encore retardé. Mais c'est une bombe à retardement, chers amis. Et ça, c'est partout dans toute cette zone d'Afrique centrale. C'est-à-dire que cette Afrique-là, qui est sous l'emprise du colon français. Parce que qui n'a jamais donné les indépendances à ces pays. Les indépendances ont été de 11 heures pour le cas du Congo, et le Congo est reparti dans la communauté pilotée par le président de la République de France. Donc, ils ne visent que leurs intérêts. C'est ça la vérité que nous sommes en train de vous dire tous les jours. Soyons conscients, peuple du monde entier. Ne nous prenez pas comme les citoyens de la dernière minute, les citoyens qui n'ont pas de valeur. Mais c'est une vérité que nous sommes en train de vous dire tous les jours. Ça va être difficile pour nous, pour vous. Nous allons arriver à quoi? On va arriver à des plateformes brûlées, on va arriver à des plateformes attaquées, à des bases industrielles attaquées. Quel que soit l'armement que vous apporterez, vous ne gagnerez jamais ce combat. Voilà pourquoi nous vous demandons, nous vous tendons la main, travaillons la main dans la main. Cette vieille classe politique, oui, vous avez travaillé avec eux. Il est peut-être temps de revoir les politiques de la France. Il faut que la France puisse revoir ses politiques. C'est impératif immédiat. Ne pensez pas que vous êtes les plus intelligents. Ne pensez pas que vous allez gagner ce combat. C'est totalement impossible. Parce que plus de 14 pays, vous ne gagnerez pas. La jeunesse, c'est 60% jeune. Vous ne pourrez pas gagner ce combat. Et voilà pourquoi nous faisons ce direct.
Peut-être qu'à un certain moment, vous vous sentez, quand vous êtes dans ces grands palais-là, palais de l'Élysée, n'importe quel palais du monde, vous vous sentez le plus fort, le plus efficace. Mais à un certain moment, quand vous restez seul, vous vous rendez compte que vous êtes en train de préparer des monstres dans les pays africains. Dans le cas du Congo-Brazzaville, vous êtes en train de préparer des monstres pour les jeunes Congolais. Vous aviez 99%, quasiment, on peut même dire 100% des jeunes de ce pays-là n'ont plus l'école. 100% de ces jeunes-là n'ont pas d'emploi. Vous allez vous attendre à quoi? Quand vous venez pour faire exploiter les mines, vous allez vous attendre à quoi? Ça sera le chaos total. Vous n'aurez même pas le temps de prendre les matières premières que vous avez envie. Mais ajustez le langage, chers amis. Sassou a fait son temps, le PCT a fait son temps, cette famille a fait son temps. C'est le moment de mettre hors d'état de nuire ce régime-là. Et c'est cela que nous sommes en train de vous dire. Quand Sassou ment à l'OMS, le directeur de l'OMS, le représentant de l'OMS au Congo-Brazzaville démontre l'information que nous n'avons jamais travaillé dans les essais cliniques avec les groupes d'intérêt israéliens au Congo-Brazzaville. Ça signifie quoi? C'est Sassou qui est le menteur. Sassou a menti, il a eu son cash, il continue d'utiliser les Congolais comme le cobaye, et il continue de récupérer son argent, mais les parlementaires du Congo, personne n'est informé. Mais non là que le peuple congolais est informé. Vous savez ce qui va se passer? Personne ne va prédire demain. Ouais, nous ne sommes que des lanceurs d'alerte et on le tient encore à le répéter. Donc nous demandons aux politiciens israéliens, au Premier ministre Netanyahou, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre, regardez véritablement la situation du Congo-Brazzaville. Vous avez une influence? Oui, d'aucuns me diraient, pourquoi tu dis tous ces groupes, pourquoi tu demandes à ces gens-là, ce sont des impérialistes? C'est clair. Nous avons besoin de l'aide. Nous sommes au bout du souffle. Si nous n'avons pas l'aide de ces grands-là, nous allons arriver à un chaos au Congo. On a déjà un homme qui est habitué à faire couler le sang des Congolais. Et nous disons, enough is enough. On ne peut plus, we cannot keep having a bloodshed in Congo. This must stop. Voilà pourquoi nous disons, il y a une possibilité pacifique de faire des coopérations, de voir des intérêts des uns des autres, sans couler le sang des innocents, sans voler les autres, sans arnaquer les autres. Nous avons fait une proposition. Comme il s'agit ici de groupes d'intérêt israéliens, nous avons fait une proposition. Ce manifeste avait été envoyé en Israël par le chemin diplomatique. Donc, s'il y a des représentants diplomatiques israéliens qui sont au Canada, qui sont partout au monde entier, ils doivent savoir que ce document avait été envoyé. Lisez le document, prenez le temps de lire le manifeste. C'est notre unique façon de sortir, de faire le business au Congo dans la transparence. Où vous êtes respectés, nous aussi nous sommes respectés. Parce que nous sommes tous des humains. Personne n'est supérieur. Nous naissons, nous mourrons tous. Personne ne va rester sur cette terre. Personne n'est une pierre. Nobody is a rock. We're coming, we're passing away. C'est ça la vérité. Bon, on va essayer rapidement de regarder l'affaire de l'hôpital de Talangaï, qui est très dramatique. Avant de rentrer là-dedans, on va essayer de... voilà. On va essayer de jouer ça. Je crois que, bon, nombreux parmi vous ont déjà écouté ce message audio, mais ça, c'est un témoignage vivant. Hein. Pourquoi nous le faisons? C'est pour nos auditeurs de la communauté internationale. Canadiens, Américains, Mexicains, tous les amis du Congo-Brazzaville. Ceux qui ne croient pas encore à notre combat. Parce que nous présentons tous ces témoignages-là, ça va rester. Parce que nous sommes tous appelés à mourir demain. Ce que nous laissons demeure une bibliothèque pour les générations à venir. Et même une source d'information pour réécrire l'histoire de nos nations. C'est cela. Les grands ont laissé des écrits sur des pierres. Nous laisserons certainement ces vidéos comme preuve. Ce que nous allons laisser comme notre temps de voyage sur cette terre, que nous avons essayé de réconcilier ceux qui se disent les plus forts, ceux qui se disent les plus faibles. Nous avons au moins essayé de réconcilier les nations du monde. Nous avons au moins averti le monde entier. Nombreuses lisent les Machiavel, nombreuses lisent beaucoup de gens. Nous aussi, nous laissons ces choses comme un support pour les générations à venir. C'est cela la recherche. Bonjour Franck, comment tu vas?
Ah, mais on se rend compte que le confinement, c'est vrai, c'est une bonne chose lorsqu'on est à la maison. Mais quand on essaie de sortir pour aller ailleurs, on se rend compte que le confinement n'a même pas sa raison d'être. C'est le cas de ceux qui vont dans les hôpitaux de l'État. Ma femme, il y a quelques jours, sa maman s'est trouvée malade. La tension avait monté jusqu'à 22. Donc, elle est arrivée même à faire des selles, à pisser sur place à la maison. Elle a été transportée urgemment à l'hôpital de Talangaï. Arrivée à l'hôpital de Talangaï, elle est restée au triage pendant plus d'une heure et parce qu'il y avait un problème d'argent. Nous, on ne savait pas, on n'était pas informés de tout ça. Ça s'est passé autour de 23 heures. On m'appelait, je dormais déjà. Et finalement, l'un des frères à madame était venu et a payé. Et donc, on l'avait fait monter dans une salle. Et ma femme me dit que le lendemain, donc il était question qu'il puisse le rejoindre, qu'elle puisse le rejoindre plus tôt. Quand elle y est arrivée, elle assiste à un premier scénario. C'est quoi? C'est une femme qui venait, une femme enceinte qui venait pour accoucher, accompagnée de son mari et de sa maman. On l'a mis sur un brancard pour le transporter parce qu'il fallait monter et arriver en haut, donc juste à côté des étagères. Elle a commencé en haut plutôt, il a été juste question qu'elle marche maintenant. Donc les deux sages-femmes l'avaient tenue, l'une à droite, l'une à gauche. Et donc à dessein, on l'a lâchée par déséquilibre, elle est tombée, ventre contre terre, cette femme est morte aussitôt. Son mari a failli faire le tapage, le major a fait appel à la police. Donc c'était déjà la première remarque que l'hôpital tue les gens plus que le coronavirus. Deuxièmement, madame devait aller voir le major pour une ordonnance. Et Dieu avait permis donc que madame écoute cette conversation entre le major et l'une des infirmières. L'infirmière devait partir parce que, notamment, elles ont des heures. Elle devait partir à 12 heures ou je ne sais quelle heure là. Mais en tout cas, elle devait partir parce qu'elle avait fini, elle avait terminé avec ses horaires de service. Et le major lui pose la question, il y a eu combien de décès? L'infirmière dit 7. Et combien de personnes sont sorties? Combien de personnes guéries? Elle a dit 14. Et le major dit, en tout cas, tu n'auras pas de prime. Comment 7 personnes seulement sont mortes? Et puis aussitôt, il s'aperçoit que ma femme est à côté. Il dit, oh madame, vous étiez là. Bon, attendez que je vous fasse votre ordonnance. Madame a dit qu'elle a eu la chair de poule. Elle a eu envie de pleurer. Et quand elle est sortie de cette salle, quelques temps après, elle va remarquer quelque chose. Il y avait une personne qui venait de rendre l'âme dans l'une des salles. Alors une infirmière l'avait mis sur le brancard pour essayer de la transporter. Et c'est une autre qui criait, ah non, non, non. Wana eza eyote, wana eza eyote. Et elle a rétorqué, nayebi. Madame se dit quoi? Donc elles ont chacun des cas qui leur appartiennent, des corps qui leur appartiennent. Donc voilà, on se rend compte que les hôpitaux de l'État sont en train de tuer plus que le coronavirus. C'est pour cela que je me suis dit, mais le confinement n'a même pas sa raison d'être. Puisque les gens meurent plus que le coronavirus. L'hôpital, les hôpitaux de l'État sont en train de tuer les gens à dessein. Voilà ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc il faut vraiment prier pour que Dieu aide le Congo à sortir de cette impasse, de cette situation qui est en train de devenir très désastreuse. Les gens sont en train de mourir. Quand quelqu'un va accoucher, quand une personne va accoucher, elle meurt pendant l'accouchement, pendant ou avant même l'accouchement.
Donc à l'hôpital, on l'aide à mourir, alors que nos grands-mères qui sont dans les villages accouchent parfois au champ, là où il n'y a pas de sages-femmes. Donc vous voyez que c'est paradoxal. Les gens qui prennent les produits chalinants s'en sortent mieux. Donc j'ai jugé mieux de vous partager ce message-là parce que c'est criard. Oh, voilà, donc là vous entendiez le témoignage vivant de ce qui se passe dans les hôpitaux au Congo-Brazzaville. C'est une situation dramatique et on l'a toujours décrié ici. Hein, on a toujours dit que les propos tenus par Okemba Roger, à l'époque maire de la ville de Brazzaville, alertaient déjà les Congolais, la communauté internationale. Quand il disait que la morgue était un poumon économique pour la ville de Brazzaville ou pour les mairies de Brazzaville, mais il y avait un message philosophique derrière ça. Quand on dit la morgue poumon économique, ça signifie quoi? Ça signifie plus de gens meurent, plus les familles vont beaucoup plus dépenser. Et donc, tout le service mortuaire, les frais de la morgue, le corbillard, les caveaux, les enterrements, ainsi de suite, c'est une fortune. Pour enterrer un individu au Congo, ça demande une fortune. Ça demande beaucoup d'argent. Nous souffrons, nous qui vivons dans la diaspora. Toutefois que les gens meurent au Congo. Nous, ici, c'est nous qui enterrons des gens qui sont au Congo. C'est nous qui enterrons des gens. Ça, c'est d'une manière générale, hein, donc quasiment pour tous les Africains. Quand les gens meurent, nous dépensons. Il va falloir qu'on essaie de... c'est une situation dramatique. Hein. Nous souffrons, nous qui sommes dans la diaspora. Quand des gens meurent, pour le cas du Congo, nous dépensons beaucoup. Et ça, c'est dans toutes les diasporas. C'est quasiment les Congolais qui vivent dans les diasporas qui enterrent des gens au Congo. Et bien avant même que la personne ne soit morte, nous dépensons beaucoup d'argent pour essayer de sortir cette personne de l'hôpital. Parce qu'on nous appelle beaucoup d'ordonnances et nous dépensons. Et on est surpris qu'avec tous les fonds que nous avons dépensés, des tonnes de médicaments, mais la plupart des temps, les gens ne sortent pas de là vivants. Donc, on tue les gens expressément. On prescrit des médicaments qui ne sont pas liés à la maladie. On fait des manœuvres pour pousser les gens à mourir. On injecte ici même de l'acide dans le corps des gens pour que les gens meurent. Parce qu'apparemment, il y a des primes qui sont associées à ça. Donc, aux médecins, aux assistants, aux infirmières, le serment d'Hippocrate n'est plus là. Les médecins sont devenus des commerçants, des gens qui génèrent de l'argent pour la morgue. Donc, plus il y a des gens qui meurent, plus vous avez votre per diem, plus vous avez votre prime. Quand vous avez venu là d'écouter cette conversation-là, de ce Congolais dont la femme a témoigné, la femme a fait le témoignage à son mari. Oui, chers amis, on ne comprend pas. Si vous allez au Congo, Sasser avait publié dans les jours passés le taux de mortalité dans la ville de Pointe-Noire. Hein? En une semaine, il y a eu plus de 130 et quelques, 140 et quelques Congolais. Et ça, c'est le débit moyen, hein? on peut l'appeler comme ça. Le débit moyen que les morgues de Pointe-Noire généraient à cette époque-là. Plus de 140 par jour, donc 140 enterrements par jour. Imaginez un peu dans quel rythme les gens sont en train de diminuer au Congo-Brazzaville. C'est très grave. Donc il n'y a aucune intention de soigner les Congolais. L'objectif ici, les infirmiers visent l'argent, les médecins visent l'argent, et puis il y a aussi des pratiques fétichistes ou des gens qui sont liés à des confréries religieuses. Je n'ai pas envie de citer des confréries religieuses qui font des pratiques, des sacrifices ici, dont la hiérarchie donne un quota de gens à tuer par jour, comme nous venons d'écouter dans ces témoignages. 7 personnes qui trouvent la mort, plus de 11 personnes libérées, l'assistant ou le médecin ou les patrons de l'hôpital ne sont pas contents. Il fallait que ça soit l'inverse, plus de morts et moins de gens qui sortent de là vivants. Et ça, c'est pas normal. Voilà pourquoi l'option du manifeste devient l'unique solution, parce que le manifeste va refaire tous les systèmes. On va réévaluer la probité morale,
de tous ceux qui travaillent dans les administrations publiques, dans le système de santé, dans le système de l'enseignement. On va réviser les probités morales. On va revoir les qualifications. On va redonner les formations pour se rassurer que ceux-là qui soient des individus prennent, endossent toute la responsabilité. Si un individu meurt, on va vouloir savoir pourquoi les gens la meurent. Hein, chers amis. Il y aura un travail de coroner que nous mettrons en place qui est le rôle d'investigation, savoir pourquoi les gens meurent, pourquoi cet individu est mort. On va aller regarder dans tout le dossier médical et éventuellement avec le manifeste, il y a la justice qui sera totalement indépendante. Donc les médecins ou les infirmiers qui viennent faire du commerce derrière la mort des Congolais, qui sont des crimes, ne pourront plus s'en sortir. Leur place n'est plus là, parce qu'ils sont des criminels, ils sont des assassins. Si vous êtes docteur, vous avez prêté le serment d'Hippocrate, votre rôle c'est de sauvegarder les vies et vous venez là pour faire le commerce, vous venez créer les malheurs, tuer les gens parce que vous avez besoin d'argent, mais ça ne passera pas dans le nouveau Congo. Ah, chers amis. Parce que quand une morgue génère plus de 100 et quelques morts, 100 et quelques, quand un hôpital génère plus de 100 et quelques morts par jour, mais ça doit susciter, ça doit se poser des questions. On doit investiguer, on doit savoir pourquoi les gens meurent aussi beaucoup plus. Vous voyez que depuis qu'on parle du coronavirus, il y a moins de morts au Congo. Il y a quelqu'un qui m'a même fait cette publication-là. Depuis qu'on a parlé du coronavirus, il n'y a quasiment plus de morts au Congo. Parce que les gens sont cantonnés chez eux. Personne ne veut plus aller à l'hôpital. Là, les gens ont peur parce que ceux qui vont dans les hôpitaux publics, parce que nous savons les conditions au Congo, même les cliniques privées font maintenant du business. Donc, le Congo est devenu un véritable passoire où on tue, où les médecins ont perdu la probité morale, où les personnels soignants ne visent que l'argent, c'est-à-dire qu'ils ne vivent que sous le malheur des uns et des autres. Le Congolais est souffrant. Et donc, il n'y a plus l'amour dans ce pays-là. Mais qui a créé ce phénomène? C'est Sassou. C'est le régime de Sassou. Parce que à chacun tire ses 10%. Donc, on vend la vie des Congolais à l'hôpital, on vend la vie. Donc quelqu'un rentre avec un petit palu, il doit mourir parce que tout le monde doit tirer de l'argent là-dessus. Et ça, c'est condamnable. Nous demandons, donc il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'il y ait des investigations. Il faut qu'on puisse répertorier combien de gens meurent à chaque hôpital au Congo. On va voir l'hôpital de Talanga, puisque si on parle de l'hôpital de Talanga, on va voir quel est le personnel soignant dans ce département-là, dans ce service-là. Pourquoi les gens meurent aussi? Pourquoi par jour il y a tant de morts? C'est ça ce que nous faisons. Le manifeste demeure l'unique document écrit dans ce pays-là qui fait des propositions aussi dures, qui fait des propositions aussi claires, qui vont emmener la partie éthique, déontologie, professionnelle, pour recadrer le métier, pour recadrer toutes les professions au Congo. Donc le manifeste apporte des solutions de santé, des solutions éducatives, apporte les solutions politiques, les solutions de gestion, d'économie. Ce document de quelques pages seulement, mais qui demeure une Bible pour redresser le Congo-Brazzaville, pour emmener le pays vers une nouvelle direction. Donc, vous voyez que si nous étions dans un pays organisé, au moment où ce témoignage est sorti, tout de suite on allait déballer la machine judiciaire pour mener des enquêtes, des investigations approfondies dans tous les hôpitaux, y compris les cliniques privées du Congo. Non, personne n'ose parler de cette affaire. Entre guillemets, les représentants du peuple, entre guillemets, les députés, ce que nous avons l'habitude de les appeler, parce qu'ils ne sont pas des députés et les sénateurs, donc ce que vous avez l'habitude d'appeler des sénateurs nommés par Sassou, ne sont pas là pour le peuple. Et ça, c'est un crime. Ils ont tué beaucoup de Congolais pour des problèmes d'argent. L'hôpital qui est censé protéger devient une machine à tuer pour le peuple. Et ça, c'est inacceptable. Le nouveau Congo est là pour apporter des solutions et nous avons cette solution. Il n'est pas question de dire quelqu'un d'autre. Nous avons cette solution. Nous, les 92%, dans l'esprit du manifeste. La solution est là. Et nous allons éradiquer cette solution. Et donc, nous tenons ici à indexer les médecins
les majors, les infirmiers, les infirmières, tout le personnel soignant qui travaille dans les hôpitaux au Congo ou dans les cliniques. Vous êtes avertis, vous devez savoir, le régime de Sassou chute. On va répertorier le nombre d'années depuis 1997. On peut même dire depuis les années passées. On va faire des investigations. Nous devons retrouver tous ceux qui sont morts. Ils sont morts de quoi? Qui a travaillé dans ce service-là? Et nous allons retrouver ça par le biais des témoignages, en parlant au personnel retraité, ainsi de suite, nous allons retraiter. Nous allons ramener tous ces criminels-là qui sont devenus des hommes d'affaires, des hommes d'argent, derrière le malheur de Congolais, en poussant les familles simplement dans les cimetières. Et nous condamnons avec la plus grande énergie le régime Sassou pour ça, pour l'incompétence, pour des pratiques rituelles, pour le commerce, les morts qui deviennent le poumon économique. Aujourd'hui, les vérités commencent à sortir. Voilà la vérité. Parce qu'on a promis, tant que vous allez tuer, vous aurez vos primes. Mais quand vous ne tuez pas, vous n'aurez pas de primes. Et ça, c'est dommage. L'hôpital devient l'assassin du peuple. Et ça, nous allons condamner. Bon. On va terminer par ce décret de Sassou, ce décret de Sassou qu'il a signé hier, décret 2020, décret numéro 2020-125 de 8 mai 2020, où il a nommé quasiment les maires de tout le pays. Mais vous connaissez pourquoi Sassou est en train de le faire. C'est la riposte au manifeste et au mot d'ordre que nous avons lancé de bloquer le Congo à partir du 1er mai 2020. Plus personne ne va travailler pour le régime Sassou. Plus personne ne va continuer à générer de la richesse pour Sassou. Pourquoi? Parce que toute la richesse que vous avez générée a été volée. Il a dilapidé les fonds, il a pillé l'économie, il a bloqué toutes les entreprises, il a créé des routes payantes, le peuple est asphyxié, l'économie informelle est en chute libre, le pays est dans on peut dire, un engloutissement économique, ce que lui il refuse. Dedans, il y a une crise économique, mais pour votre pays, en plus, il y a une crise pétrolière. Le prix du baril s'est effondré ces derniers temps. Vos revenus pétroliers vont être divisés de moitié. On prévoit une récession sévère. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Est-ce que vous ne craignez pas un effondrement économique de votre pays? Nous ne croyons pas à un effondrement général de tout ceci, pas un effondrement l'économie congolaise non plus. Il refuse devant France 24, devant la Radio France Internationale, il refuse la banqueroute du Congo, mais il va quand même aller demander la perfusion du FMI. Ça n'a pas de sens. Parce que si le Congo n'était pas dans un écroulement économique, il n'aurait pas besoin de la perfusion du FMI. Mais le FMI ne peut pas lui donner cette perfusion-là parce qu'il n'a pas pu respecter les 48 mesures que le FMI a mis en place. Donc, la transparence qu'on lui a demandé, les audits approfondis, l'informatisation du système afin d'éviter la fraude et la corruption. Il a refusé de le faire. Oui, chers amis. Donc, on le répète 1 million de fois. Nous n'aurons pas de choix, c'est de se battre. Et donc, Sassou, dans ce décret, parce que vous savez, nous avons cité les administrateurs de la fonction publique qu'il avait nommés auparavant. Nous avons cité leur nom pour que le peuple sache de qui nous étions en train de parler. C'est leur nom qui avait été cité quand nous avons lancé le mot d'ordre. On leur a dit, vous devez vous rassurer, que les bureaux soient fermés à partir du 1er mai 2020. C'est ça la responsabilité, parce que le peuple vous regarde. Vous serez responsable si et seulement si les administrations publiques ne sont pas fermées à partir du 1er mai. Et donc, il vient en riposte de ça. Il emmène à la grande vitesse, il crée un décret, fort conseil de ministres, et il se met à nommer des gens. Donc, Marie-Thérèse Mouebo a été nommée comme maire de Kibangu, comme la mairesse de Kibangu. On le répète, Marie-Thérèse Mouebo a été simplement nommée la mairesse, on peut dire, de Kibangu, Marie-Thérèse Mouebo. Bon, les sources ont programmé, ont publié, même ses parents ont publié, confirment que cette dame était morte à Pointe-Noire par AVC. Donc, on confirme que cette dame était morte, je crois que j'avais la date ici, en février 2020. Elle est morte en février 2020. Et elle a été nommée mairesse d'une ville de Kibangu. Kibangu, c'est dans le Niari, c'est vers la route du Gamon là-bas. Elle a été nommée mairesse.
de Kibangu. Bon, les Congolais se posent la question, pourquoi Sassou va nommer une personne décédée mairesse d'une ville? C'est la question que les gens se posent. Bon, est-ce qu'il était drogué? Est-ce qu'il était comment pour... il n'a pas l'information? Non, nous voyons deux aspects. Du point de vue, Sassou c'est un grand mystique. Sassou ne travaille pas au hasard. Bon, déjà pour votre information, cette dame, son mari fut sénateur au Congo. Sénateur du régime Sassou. Oui, chers amis. Cette dame, son mari, fut sénateur au Congo, dans le régime Sassou. Comprenez ça, chers amis. Son mari fut sénateur. Il était aussi, je crois, le représentant dans les villages de Mungundu là-bas, dans le Niari. Oui. Et donc, après la mort du monsieur, quelques temps après, c'est la femme qui meurt par AVC. Donc, des questions se posent. Hein. Nous, dans le système d'Érythrée, nous avons essayé de nous renseigner. Cette famille vivait d'abord à Diata avant que la famille se rende du côté de Dolisie, et ainsi de suite. Donc c'est une famille qui est bien connue. Le mari fut sénateur au système Sassou. Pourquoi il est mort, en tout cas personne n'a compris. Mais les sources disent que c'est Sassou qui avait assassiné le monsieur. Pourquoi? Parce que les pouvoirs mystiques, parce qu'apparemment le monsieur avait un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de totems que Sassou voulait récupérer. Donc Sassou, en voulant récupérer les totems, la seule façon de récupérer les totems, c'est éventuellement d'assassiner le monsieur et puis faire un certain nombre de rituels pour récupérer les totems. Bon, est-ce que Sassou est passé par la femme pour atteindre le mari? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Parce que il n'y a rien pour rien. C'est comme ça que Sassou a toujours récompensé un certain nombre de gens, même vos griots et tout ce monde que vous connaissez dans le régime. Sassou, c'est comme ça que ça a été fait. Oui, chers amis. Et donc, est-ce que c'est par oubli, que ça soit oublié que bon, peut-être c'est la récompense qu'il veut vouloir donner, parce que cette femme n'a jamais fait la politique. Il faut dire que Madame Marie-Thérèse Mouebo, qui n'est plus en vie, qui est décédée depuis au mois de février 2020, et que Sassou venait de nommer au 8 mai 2020, n'a jamais fait la politique. C'est son mari qui faisait la politique. Mais son mari est mort d'une mort suspecte. D'une mort suspecte. Oui, chers amis. Est-ce que c'est une affaire de pouvoir mystique, de totem, que Sassou l'a éliminé, il fallait faire des rituels pour récupérer le pouvoir? Ça encore, c'est compliqué. Est-ce que le mari, est-ce que Sassou a utilisé la femme pour faire ce travail-là? Ça encore, nous ne savons pas. Est-ce que Sassou sortait avec la femme? Mais connaissant ce monsieur-là, tout est possible, chers amis. Tout est possible. Parce que vous allez nommer une femme maire de Kibangu, une femme qui n'a jamais fait de la politique. Comment cela est-il possible? Ça, c'est la question que les Congolais se posent. Et donc, ça, c'est la première partie. Est-ce que c'était une récompense par oubli que son nom se retrouvait là? Vu que la dame a aidé à éliminer le mari, il faut la récompenser? Nous ne savons pas. Deuxièmement, Sassou, c'est un mystique, c'est un homme de pratique. Sachant que cette dame est décédée, elle va donc la renommer pour faire revenir le totem que possédait la famille par le biais de la femme. Pour continuer à régner. Donc un esprit de mort qu'on fait revenir dans une fonction publique. Hein, ça fait partie des rituels des mystiques. Hein, ceux qui connaissent le domaine mystique peuvent comprendre comment ça s'opère. Éventuellement, vous savez qu'on vous avait déjà dit que Sassou avait un plan de scinder le département du Niari en deux parties. Et le département de la cuvette centrale en deux parties, en deux départements. Donc la cuvette centrale a pour chef-lieu Owando et le département de la Lima qui aura pour chef-lieu Oyo. Et puis le département du Niari qui va être scindé en deux. Le département du Niari qui aura pour chef-lieu Dolisie et le département de la Nyangaloese qui aura pour chef-lieu Mosenjo. Donc ça devait inclure les zones comme les Kibangu, Mungundu 1, Mungundu Nord, Mungundu Sud, Mosenjo, ainsi de suite. Est-ce que c'est une façon de faire revenir le totem de la famille en nommant cette femme-là, la mairesse
pour réussir cette opération-là. Donc il fallait procéder par des pratiques mystiques, faisant revenir l'esprit du mort. Donc de cette dame, Marie-Thérèse Mouebo, ça encore c'est une piste que nous vous donnons. Voyez, chers amis. Donc, peuple congolais, peu importe les manigances de Sassou, nous on demeure debout, tous ensemble, maintenant ou jamais, pour mettre hors d'état de nuire le régime kleptomane du tyran Sassou qui a pillé l'économie du Congo, le régime kleptomane de Sassou Nguesso qui a détruit notre nation, ceux-là qui continuent d'emmener la haine, la division au sein du Congolais. Vous voyez que nous, quand on parle des affaires du Congo, ils essaient de essayer de nous retourner la veste du tribaliste. Mais le tribal numéro 1 au Congo, c'est Sassou, c'est dit, c'est reconnu. Souhaité par le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, nous habitons nos villes, nous sommes convaincus de cet aspect. Et il ne viendra pas nous dire que c'est faux, il n'est pas tribaliste. Il l'est, c'est le plus grand tribaliste. Il ne viendra pas. Le vin tiré, il faut le boire. Actuellement, pour une mesure exceptionnelle, que faut-il faire actuellement maintenant? Oui, je sais une chose. Monsieur Sassou est en train de m'écouter. Monsieur Sassou est en train de me voir. Je sais, peut-être cette nuit, sinon demain, il enverra des gens pour venir me tuer. Ça, je le sais. Mais maintenant, le problème, c'est lequel? S'il a un peu d'humanité, je dis bien, si M. Sassou a un peu d'humanité, qu'il nous arrange, qu'il nous règle cette affaire. On ne lui demande pas cela parce qu'il va piocher dans sa poche. De toute façon, il n'a jamais eu d'argent. Mais c'est l'argent, c'est notre argent, l'argent du contribuable congolais. Avec cet argent qu'il nous règle cette situation. On en a marre. Merci beaucoup. Tout le monde pleure. Aujourd'hui, même les Tékés sont en train de se faire attaquer. Ces Tékés-là qu'ils ont donnés au Lombo, où là où ils ont construit l'aéroport pour recevoir tout le matériel militaire, au Lombo qui a donné ses fils pour être utilisés, ses fils qui sont utilisés comme des chiens de garde de la Gestapo pour réprimander le peuple congolais. Aujourd'hui, on est en train de s'attaquer. L'attaque de Ndengue François Jean, patron de la police répressive. Ndengue Jean est reconnu comme l'un des plus grands criminels du Congo par la communauté internationale. Tous les rapports le disent, que Ndengue Jean est un assassin criminel reconnu. Voilà pourquoi il ne peut pas venir dans les États comme l'Amérique, comme le Canada. Dès qu'il mettra son pied dans l'avion pour arriver ici, il sera arrêté. C'est ça la vérité. Il est obligé de passer par des chemins en changeant de passeport et de nom quand il voyage. Quand il va même en Inde se faire soigner, il ne va pas sur le nom de Ndengue François Jean. C'est ça qui est la vérité. Quand Ndengue François Jean s'attaque au professeur Onkwa, que nous avons déjà demandé de ne plus aller travailler, mais par la tête dure, il a voulu aller travailler, Ndengue venait de le utiliser, Ndengue venait de lui traiter comme agent au combi, il est téké. Ça signifie que les Batékés sont aujourd'hui visés. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, hier, ils ont eu ce qu'ils ont appelé le conseil de guerre. Ce conseil de guerre a été réalisé, a été un ensemble des officiers essentiellement Mbossi du clan Sassou. Mbossi du clan Sassou. Essentiellement Mbossi du clan Sassou. Donc les Mbossi de 8%. Parce que les vrais Mbossi, ce sont ceux qui sont dans les 92% du peuple. Les Mbossi qui ne veulent plus de Sassou. Les Mbossi qui veulent le vivre ensemble. Les Mbossi qui veulent la construction du pays. Les Mbossi qui veulent que le pays se décolle, le pays se développe et le pays décolle. C'est ça la vérité. Ils ont fait un conseil de guerre. Mais conseil de guerre contre qui? Contre le peuple congolais? Contre leurs frères Bakongo ou les frères de la partie sud, qu'ils venaient déjà de siéger le département du pôle en nous emmenant Miskine, le général Miskine, Kuntamandi Martin, au nom de Abdoulaye Miskine, alias Abdoulaye Miskine, qu'ils ont donné le passeport congolais, le passeport qui va s'expirer en 2021. Oui, chers amis. 2021 ou 2022, en tout cas les dates sont là. Passeport signé par Mboulou Raymond Zéphirin, passeport de service congolais.
Et ils ont déplacé les mêmes Centrafricains là au pôle. Et là encore, Sassou menace même le président Touadéra. Donc les mêmes rebelles qu'il a emmenés au Congo pour massacrer le Congolais, ce sont les mêmes rebelles qui vont monter avec pour aller déstabiliser la République centrafricaine. Oui, chers amis. Et ça, c'est inacceptable, chers amis. Un conseil de guerre contre qui? Contre le Congolais. Parce qu'ils veulent se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Ils ont échoué pendant 23 ans. Ils ont fracassé le pays. Ils ont volé 14 000 milliards de l'argent des Congolais. Et ils veulent nous maintenir en état d'esclavagisme. Ils ont pillé l'économie. Ils ont dévalisé le sous-sol. Ils continuent d'emmener le Congolais au plus bas niveau, de briser la réputation de ce beau pays que nous avons, que le Dieu créateur, le Nzambian Pongo nous a donné. Oui, chers amis. Peuple du Congo, rassemblons-nous dans l'état, dans l'esprit du manifeste que nous disons encore ici, pour sauver notre nation. Congolais tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que tous les esprits de ceux qui ont quitté le Congo puissent nous accompagner dans la lutte de la libération. Monseigneur Enos Kombo, le cardinal Émile Biaïnda, le président Massamba Deba, le président Marengwabi, Marc Mapingu, Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga. On ne va pas oublier ici Régis Batora. On ne va pas oublier les disparus du beach de Brazzaville, ceux qui sont morts au génocide dans le Poule, au génocide à Ikongono, ceux qui sont morts le 4 mars 2012, les 570 Congolais dont Sassou a bu le sang, il s'est baigné dans leur sang, et il les a qualifiés d'indigents, et il les a enterrés dans une fosse commune, là, dans le Poule. On ne va pas oublier tous ceux qui sont tombés lors du référendum, les capitales de décès de Sassou, plus d'1 million de morts des Congolais. On ne va pas ici oublier l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma soeur. Le peuple gagne toujours, la lutte continue. Ingeta, à plus tard.